Tu m'entends? Ah oui, c'est bon. Et ouais, c'est bon. Je vois l'heure d'ici, donc ça va suffire. Quelqu'un fait une intro ou c'est bon? Je fais direct, ouais. Non, 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 c'est juste, je savais pas si quelqu'un voulait parler. Et pour vous tout de suite, Nicolas Farrugia. Bonjour, oui, bah clap, ça tombe bien. Bonjour à tous. Donc ça va être la dernière présentation de cette journée. Merci d'être venus. Et du coup, je vais vous parler de son, je vais vous parler d'acoustique avec un modèle multimodal entre langage et acoustique. Donc je ne sais pas s'il y en a certains sur WebEx qui ont entendu nos magnifiques tests de son. Ce que je vais vous faire écouter, ça sera un petit peu moins exotique, mais il y a quand même certaines subtilités qui sont liées à l'acoustique dont je voudrais parler un petit peu, qui, à mon avis, mettent en lumière des problèmes intéressants, qui sont différents des problèmes qu'on a en image d'une certaine mesure. On peut toujours trouver des parallèles, hein, évidemment. Mais il y a certaines choses un peu précises qui ont, à mon avis, qui sont encore un peu des questions ouvertes. Et bon, il y a un peu un décalage sur l'état de l'art. Les modèles sont plus petits, tout ça. Enfin, je vais y revenir un petit peu. Donc, dans cette présentation, donc, on va tout d'abord parler de quelques spécificités de l'acoustique, des signaux acoustiques ou des spécificités du son. Ces spécificités, elles sont aussi liées à des choses de la perception humaine, de la perception auditive. Donc en fait, bon, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais il y a des problèmes particuliers qui se posent. Donc ensuite, on va parler de CLAP. Donc CLAP, ça va être Contrastive Language Audio Pre-Training. Donc c'est vraiment l'équivalent de ce qui a été fait sur Clip. C'est arrivé un peu plus tard. Ça a commencé à se faire à peu près un an après le papier de Clip, donc 2022. Puis le modèle qui commence à vraiment marcher en 2023. Je vais parler en fait des tâches qu'on peut faire. Donc c'est assez similaire à Clip, avec quelques développements en plus dont je vais parler aussi. Je mentionnerai aussi un tout petit peu un modèle multimodal, un peu comme ImageBind, qui s'appelle LanguageBind, qui est dans lequel les encodeurs de CLAP sont également utilisés. Ensuite, pour finir, pour la partie un peu plus pratique et démonstrative de cette session, je vais parler de LionClap. Donc LionClap, c'est une proposition d'un modèle de type contrastive langage audio qui a été faite par Lion. Donc Lion, Yassir vous en a parlé juste avant. Donc ils ont aussi proposé, pour entraîner LionClap, ils ont proposé un dataset, Lion Audio 630K, qui est donc 630 000 paires d'audio et de texte. Et en fait, la raison pour laquelle on focus sur LionClap, j'en parlerai un peu plus en détail, mais donc c'est plus l'état de l'art maintenant, mais il y a disons qu'il a une certaine facilité d'utilisation, il est bien intégré, bon, le code est plutôt facile à prendre en main. C'est aussi le cas d'autres modèles, mais bon voilà, on a préparé toutes les ressources donc avec Axel Marmoret. On a préparé cette présentation-là et donc les ressources associées que vous pouvez trouver sur le lien sur le GitHub que je rappellerai un petit peu plus tard. Alors, quelques spécificités de l'audio. Donc Vincent en a parlé un petit peu ce matin dans sa présentation. L'analyse du signal acoustique, elle a toute une historique dans l'analyse, dans le traitement de signal en général, dans l'analyse temps-fréquence en général. Alors, assez rapidement, on s'est rendu compte, ça a été un peu un cas d'étude, un cas d'école pour le domaine du traitement de signal, pour l'analyse temps-fréquence, l'analyse temps-échelle, pour les ondelettes. Enfin, ça a été tout un cadre qui a permis aussi au traitement de signal de développer toute une batterie d'outils qui sont des applications en fait de l'analyse périodique, de l'analyse de Fourier, l'analyse spectrale. Et une représentation qui est aujourd'hui considérée comme une représentation vraiment, on va dire, populaire, universelle d'un son, ce sont les représentations temps-fréquence. Une représentation temps-fréquence, c'est une représentation qui va essentiellement, pour simplifier, faire une transformée de Fourier sur des petites fenêtres couvrantes, et donc qui va donner une représentation de ce type-là, avec donc du coup la fréquence en fonction du temps, enfin la puissance dans une bande de fréquence en fonction du temps. Donc typiquement la densité spectrale de puissance en fonction du temps, en gros. Et ces représentations-là, elles sont au final assez intuitives parce que, en tant qu'humain, on a quand même une échelle de perception des fréquences basses, des fréquences moyennes, des fréquences aiguës qui correspondent à des choses que l'on connaît dans la vie. Donc, je ne sais pas, les oiseaux chantent dans des bandes de fréquences plutôt aiguës, donc l'activité biodiversité, la biophonie, ce qu'on appelle la biophonie, va être plutôt présente dans des bandes de fréquences au-dessus de 1000, 1500, 2000 Hz.
Les sons, je sais pas, les sons de voiture, par exemple, c'est des choses qui ont des spectres assez larges, mais qui sont quand même beaucoup de puissance dans les basses fréquences. La musique, ça peut prendre beaucoup de spectres. Bon, voilà, c'est assez varié. Donc le spectrogramme, c'est quand même une représentation qui est assez on va dire, ubiquitous. Oui, vous avez vu un chat qui est apparu pendant une fraction de seconde. Et donc ce chat, pourquoi il apparaît? Parce que du coup, ça c'est un peu, je dirais, un espèce de biais de la communauté machine learning et deep learning, qui s'est dit, bah, après tout, pourquoi pas traiter les spectrogrammes de la même manière que l'on a traité les images en deep learning, c'est-à-dire avec des réseaux convolutionnels qui font des convolutions 2D. Et pour la faire courte, en fait, ça marche. Même s'il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on pourrait remettre en question ce choix-là. Donc, il y a tout un tas d'a priori qu'on a sur une image, sur des pixels, qui sont en partie vrais si on essaie de faire la même chose sur un spectrogramme, mais qui sont aussi en partie faux, parce qu'on a un axe des X et un axe des Y qui ne représentent pas la même chose. Ce n'est pas quelque chose qui est isotrope. Il y a des biais sur la puissance dans différentes bandes de fréquences qui n'ont pas de bonne raison d'être également répartis dans les basses fréquences que dans les hautes. Bon, il y a tout un tas de mauvaises raisons de faire, de traiter les spectrogrammes comme des images, mais en fait, il y a quand même quasiment toute la littérature à l'état de l'art du deep learning appliqué à l'audio qui fait effectivement des CNN ou des transformers, je vais y venir, appliqués sur les spectrogrammes. Et bah, ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc, si on n'utilisait pas les spectrogrammes, on utiliserait simplement une forme d'onde, donc une waveform en anglais, qui est simplement la pression acoustique en fonction du temps. Donc, quelque chose qui serait également possible, hein. Ça peut se faire avec des réseaux convolutionnels qui ont des convolutions 1D, avec des kernels unidimensionnels. Ça peut se faire aussi avec des transformers 1D, il y en a un petit peu. Mais à ce jour, en tout cas à ma connaissance, c'est assez loin de l'état de l'art pour des nombres de paramètres qui sont aussi pas dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, d'autres spécificités du traitement audio, c'est plus on va dire dans le type de son qu'on peut entendre et la sémantique et tout un tas de phénomènes qui sont présents dans les signaux acoustiques. Donc le premier exemple qu'on peut prendre, c'est des fois on a tout simplement en fait des choses qui sont ambiguës. On a du mal à dire ce qu'on entend. Si on a juste le son, ça peut être assez difficile d'identifier la source de son. Donc je vais vous faire écouter un son. Alors du coup, je m'excuse à l'avance pour les gens qui sont en ligne. On n'a pas réussi à faire marcher le partage de son, mais par contre vous avez le lien vers la présentation et vous pouvez les écouter. Donc sur le GitHub Mathieu a dû le mettre dans la discussion. C'est bon, il me fait signe que c'est bon. Donc pour les gens dans la salle, ça va être sur la petite enceinte là. Normalement, c'est assez fort. Alors attention, parce que je crois que le son est un tout petit peu fort. Bon, c'est vrai que là, il est particulièrement distordu en plus. C'est Axel qui a choisi ce son-là. Donc je vais vous donner 4 choix possibles. Est-ce qu'on entend la pluie? Est-ce qu'on entend des gens qui marchent? Il y a plein de gens qui marchent en même temps. Est-ce qu'on entend un plastic bag, genre un sac plastique en train d'être un peu trituré? Ou un son de feu, mais un peu intense, qui fait comme ça? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vous le remets. Bon, c'est la dernière présentation, hein, un petit côté ludique. C'est vrai que comme... Alors, qui vote pour la pluie? Ok. Qui vote pour le sac plastique? Axel. Tricheur. Qui vote pour les gens dans la rue qui marchent, voilà, et le feu? Bon, ok. Et donc c'était effectivement le sac plastique. Bravo Axel. Et il y a d'autres types de... Donc en fait ça, c'est un effet qui est évidemment utilisé dans quelque chose qu'on connaît tous, hein, dans les bruitages de cinéma ou de radio, enfin ça. Donc évidemment, on n'a pas toujours accès au son. Enfin, pour un coup de tonnerre, par exemple, on ne va pas facilement déclencher un éclair, donc on a des moyens détournés de faire sonner des choses de la même manière. Donc c'est des choses qui sont exploitées, évidemment. Et c'est des choses qui sont exploitées dans les challenges de machine learning également. Donc, je ne l'ai pas mis dans les slides là, mais il y a un challenge dans une conf de machine learning où justement l'objectif c'est de faire la synthèse sonore avec des descriptions de texte. Donc on va y revenir aussi. Et un autre type de difficulté d'ambiguïté, c'est qu'en fait le langage lui-même n'est pas forcément toujours très précis
quand on parle quand on essaye de caractériser un son avec des mots. Donc, il y a des choses qui pourraient être largement confondues. Genre, bon là, en anglais, genre outside, rural or natural. Donc, un son net. Qu'est-ce que c'est qu'un son d'extérieur? Qu'est-ce que c'est qu'un son naturel? Qu'est-ce que c'est qu'un son rural? Un son d'extérieur, ça peut être un son à l'extérieur, dans une ville ou loin dans la campagne. Ça va pas sonner de la même manière. Qu'est-ce que c'est que de la wedding music? Donc, pour certaines personnes, ça va être très clair. Est-ce qu'on parle des trucs caractéristiques des cérémonies ou est-ce qu'on parle d'un groupe qui va jouer des hits dans la musique pendant Noël? Bon, voilà. Donc il y a tout un tas de choses. Ça, c'est des choses qui viennent d'Audio7. Hein. C'est des labels effectifs qui sont utilisés dans les ontologies dans l'ontologie Audio7, qui est du coup une ontologie de classification grande échelle. Après, il y a d'autres types de terminologie utilisée pour caractériser les sons qui est aussi potentiellement un peu imprécise, qui va dépendre des gens qui ont à noter. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Donc là, il y a quelques exemples. Hein, c'est dire plutôt, ça serait plutôt à propos si on va noter de la musique. Qu'est-ce que c'est qu'une musique qui est groovy? Qu'est-ce que c'est qu'une musique qui est énergétique, qui a un son chaud? Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? Pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que c'est un bruit d'annotation. C'est un bruit dans la description textuelle qu'on peut faire, qui va dépendre des annotateurs, qui va dépendre des gens qui ont effectivement écrit ces descriptions-là. Donc ce bruit-là, il est présent également en image, mais il y a peut-être des choses un petit peu plus biaisé au niveau de ce qu'on peut trouver dans l'audio. Et il y a des études justement pour essayer de cleaner, en fait, de rendre les descriptions un peu plus précises, réduire un peu le bruit de la notation. Un dernier problème que je trouve qui est intéressant, c'est un peu similaire à ce qu'on testait tout à l'heure avec Yassir. On regardait juste les photos des bâtiments, on essayait de voir si on trouve soit la couleur, quel bâtiment il s'agit. C'est le fait qu'on peut avoir évidemment dans la modalité sonore la présence de plusieurs sources sonores et directement une superposition, dans le sens que c'est directement quasiment une addition. Alors c'est pas exactement vrai parce qu'il y a des propagations qui font que voilà, on peut avoir les mêmes intensités relatives des sons, mais en gros, si on prend un son A, on l'ajoute à un son B, on va avoir une scène où on a l'impression d'entendre deux sons en même temps, et c'est pas quelque chose qui est déconnant en termes de perception, tandis que ça marche pas du tout avec une image. Ça demande beaucoup plus de manipulation, d'intégration, de faire un montage, de trafiquer un peu les contours, les ombres, tout ça. En son, c'est un peu plus direct que si on a deux sons en même temps, ça peut correspondre simplement à l'addition. Il y a un côté temporel, évidemment, de déroulement. Et il y a autre chose qui pose un problème, c'est si on veut décrire une scène sonore avec une phrase dans laquelle il y a un son puis un autre, une séquence, donc des choses qui vont arriver dans un certain ordre. Et donc en fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est le traitement de la dimension temporelle. J'en parlerai pas plus dans cette présentation-là, parce qu'à ma connaissance, c'est des choses dont j'ai parlé en conférence avec des collègues, et à ma connaissance, il n'y a pas de modèle qui permet de le faire correctement aujourd'hui. De traiter vraiment le fait peut-être en musique, il y a des choses qui s'en rapprochent un petit peu, mais il n'y a pas de modèle langage audio qui permet vraiment de décrire une phrase du type « on entend d'abord une voiture qui passe, puis une moto, puis un oiseau qui chante ». Il n'y a rien qui a été entraîné dans ce sens-là, et les tentatives qui ont été faites n'ont pas abouti. Donc, on se dit quand même que toutes ces ambiguïtés, toutes ces imprécisions, tout ça, on pourrait quand même essayer de tirer parti des grandes quantités de données sur Internet, donc de la même manière dont on vous a parlé pendant toute la journée, avec les grands modèles de langage d'un côté, qui ont intégré en fait la connaissance de ce que c'est un son, et quel type de son, qu'est-ce qu'on a l'habitude d'entendre en même temps qu'autre chose, etc. Donc dans la richesse des données sur Internet, on pourrait tirer parti de ça avec les bases de données sonores, quand on a accès à des paires son et langage, avec un entraînement du même type que Clip. Et donc c'est là qu'on arrive à Clap, donc qui est vraiment exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on va avoir un encodeur de texte qui est un modèle de langage, le même genre de modèle de langage que vous avez dans Clip, et donc le même genre de modèle de langage d'encodeur, la partie juste encodeur de modèle de langage dont vous ont parlé Julia et Bastien. Pour ce qui est des encodeurs audio, on va avoir deux types d'encodeurs audio qu'on peut considérer dans la littérature récente. Ça va être des encodeurs convolutionnels 2D ou des transformers. Et dans les modèles qui fonctionnent bien de Clap, ce sont plutôt les transformers. Ça a été comparé dans les papiers. Et donc c'est les transformers. Donc je détaillerai un petit peu l'architecture, un exemple d'une architecture de transformer qui fait un encodeur audio de Clap. Donc le principe est le même. On a des textes audio, on a des paires, et on va essayer de maximiser la similarité entre les embeddings, entre l'espace latent qu'on va obtenir en sortie de l'audio et du texte pour faire en sorte d'avoir un espace latent qui maximise la similarité sur les exemples qui matchent
et qui la minimise sur les exemples qui ne matchent pas. Donc il y a quelques propositions récentes qui ont été faites, comme je disais. Je pense qu'on peut noter ces 4 papiers-là, marquants. Donc la première proposition, c'est Microsoft. Donc là, je mets MS Clap, donc c'est Microsoft Clap, qui a été fait en 2022. Ensuite, donc, il y a le papier de Wu, qui est le Lion Clap, sur lequel je focuserai après, qui est un papier d'ICAST 2023. Puis Microsoft est de retour avec le même auteur, avec une version plus grosse qui marche mieux et qui fait aussi du captioning, donc qui permet de sous-titrer, faire une description audio à partir de l'audio. Qui peut générer une description en plus d'avoir un modèle contrastif. Et ensuite, il y a eu WAV-Caps qui propose de retravailler plus les descriptions de texte et avec des encodeurs un peu différents également. Donc ça, c'est on va dire, c'est un peu l'état de l'art, on peut considérer ces papiers-là. Donc les tâches qu'on peut effectuer, je ne vais pas re-rentrer dans le détail, parce que c'est vraiment très similaire à Clip. Donc on peut faire de la classification zero shot. Donc ça, c'est extrait du papier de Microsoft 2023. On peut faire de la classification de son, et en fait, cette classification, comme vous l'a expliqué Yassir, on peut la faire en open set. C'est-à-dire qu'on peut choisir les labels, voilà, le genre de classe qu'on a envie de classifier, de détecter, enfin de catégoriser, pour être précis. Et ça peut être un peu plus compliqué que juste des classes. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans le TP, enfin le notebook que j'ai préparé avec Axel. Mais là, c'est des sons très simples, donc dog barking, rain falling, siren wailing. Donc c'est vraiment juste un verbe et un nom qui va décrire quelque chose qu'on arrive assez facilement à imaginer. Mais on peut faire des choses plus compliquées que ça, en zero shot classification. On peut faire aussi du retrieval, donc la recherche, donc à partir du texte. On a un texte qui est une query, donc une demande. On a une base de données d'audio. On va générer tous les vecteurs audio avec l'encodeur audio et après on va chercher le plus proche pour retrouver ce qu'on retrouve. Donc ça, c'est vraiment très similaire à Clip. Et du coup, donc dans le papier de Microsoft, il y a aussi une méthode de captioning. Alors la manière dont ils ont fait le captioning, c'est qu'ils ont pris l'encodeur audio après entraînement du modèle contrastif. Ils ont pris l'encodeur audio et ils ont fait un mapper assez simple qui est, je crois que c'est une architecture assez régulière, qui remappe vers GPT-2, sachant que GPT-2, donc c'est un grand modèle de langage, sachant que c'est aussi l'encodeur de texte de l'approche contrastive proposée. Et du coup, à partir de ça, ça peut générer une description sonore, une description textuelle à partir du son. Je vous ai mis des petits exemples là. Ça, c'est des choses c'est des sons qui viennent d'enregistrements que j'ai fait sur le terrain. Donc c'est le premier. Et donc ce son-là, il génère la description « A dog barks and crickets chirp in the distance ». Et c'est assez cool parce que du coup, il y a vraiment les deux. Et il y a aussi le fait qu'il y a un peu de la proximité est tenue en compte. Donc on va dire l'aspect on entend les criquets un peu plus loin que le chien. Et l'autre son, c'est celui-là. Alors celui-là, il marche un peu moins bien. Et je crois que là, on l'entend pas bien sur l'enceinte, mais on entend les gens qui parlent. Alors il y a un truc rigolo, c'est qu'il a mis « A dog chirps in the distance ». Alors moi, je suis pas anglophone natif, mais je suis pas sûr qu'on peut utiliser le verbe « chirp » pour un chien. C'est un peu étrange. Je dirais plutôt ça pour un criquet ou pour un oiseau. Et par contre, donc, quand on écoute l'enregistrement au casque, on entend effectivement qu'il y a un chien très très loin. Donc ça marche quand même pas trop mal, cet aspect-là. Je vais vous parler de quelques autres applications assez rapidement, parce que c'est quand même des choses un peu... bon, je ne vais pas expliquer tous les blocs, tout ça, vous inquiétez pas. Ça serait beaucoup trop long. Je vais quand même en dire un petit mot. Donc, tout comme il y a, à partir de l'encodeur de Clip, si je ne dis pas de bêtises, Lion 5B, c'est ça qui a permis de faire Stable Diffusion, donc il y a un modèle récent de génération d'images à partir de texte. Et donc, du coup, les gens se sont dit, on pourrait essayer de faire la même chose à partir de l'audio ou de la musique. Est-ce qu'on peut générer de la musique à partir d'une description de texte? Alors, il y a plein de propositions qui ont été faites. Pour l'instant, ça ne marche pas terrible, pour être franc, enfin, à mon avis, en tout cas, de tout ce que j'ai pu tester. Mais disons que techniquement, c'est quand même des challenges qui sont intéressants. Et là, en fait, donc, du coup, ils ont réutilisé les encodeurs de Clap, donc la version Microsoft, donc l'encodeur d'audio, l'encodeur de texte. Et après, ça passe dans un UNet, qui est en fait un modèle de diffusion, donc un modèle qui va débruiter, qui va partir d'un bruit gaussien et qui va le débruiter en itérations successives pour générer une forme d'onde pour ensuite faire un vrai son. Bon, voilà. Donc du coup, c'est des modèles. J'ai pas mis d'exemple là, mais c'est un modèle de génération de musique.
Un modèle similaire qui a été fait, c'est Audio LDM, donc qui est un petit peu plus complexe, qui est basé aussi sur un des encodeurs, enfin le même encodeur dont j'ai parlé juste avant de Microsoft, et qui est aussi un petit peu basé sur un UNet, enfin quelque chose d'un peu similaire. Juste pour vous dire qu'il y a des propositions un peu récentes si vous êtes intéressé par la génération. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois qu'on a entraîné un modèle contrastif texte et langage, on a un encodeur texte, texte et audio, pardon. On a un encodeur de texte, un encodeur d'audio, et donc ça permet l'espace latent obtenu est une bonne base potentiellement pour faire de la génération. Donc vraiment générer des sons en les décrivant à partir du texte. Donc musique ou juste audio généraliste. Un autre modèle dont je voulais parler rapidement, c'est marrant parce que du coup, Yassir vous a parlé de Image Bind. Moi, je vais vous parler de Language Bind. Donc, c'est l'autre penchant. On pourrait tout aligner sur l'image, on peut aussi tout aligner sur le langage. Et donc, du coup, ce que j'ai trouvé marrant dans ce papier-là, c'est qu'il y a beaucoup d'encodeurs qui viennent d'autres papiers. Donc, il y a notamment le audio encodeur là, qui vient du papier CLAP. Du papier MS Clap, encore une fois. Et non, il vient de Line Clap, celui-là. Et du coup, en fait, ce qu'ils entraînent, c'est simplement des adapteurs avec LoRa. Donc, c'est les trucs que vous voyez en rouge. Donc, c'est Bastien ou Julia qui vous ont parlé de LoRa. C'était Julia qui vous a parlé de LoRa. Donc, ils entraînent des adapteurs en faible rang. Et en fait, ces adapteurs, ils servent ensuite à apprendre un espace latent qui va, par contrastive, faire le lien entre plein d'espaces latents de plein de modalités différentes. Donc ici, le choix est que c'est le language encoder, c'est le langage qui va être le but c'est de tout aligner sur le langage. Et il y a une démo sur Hugging Face, vous pouvez la trouver, c'est assez marrant du coup, je pourrais la montrer si on a le temps. Il y a une interface où en fait on a toutes les modalités. Donc vous pouvez mettre une vidéo, un audio, une image, enfin un peu ce que vous voulez, une carte de profondeur, et du coup après vous pouvez faire des recherches en zéro shot avec le texte. Donc du coup, ça va vous faire des queries en zéro shot avec le texte sur les modalités que vous mettez. Donc au-delà des simples langages plus quelque chose, on a des modèles qui intègrent plus que 2 modalités qui commencent à sortir. On ne les a pas testés extensivement, on va dire, mais ça peut être intéressant pour des recherches un peu interdisciplinaires, où on va travailler avec des collègues qui vont avoir des types de données assez différents qu'on peut essayer de fusionner. Alors un petit focus sur Lion Clap, du coup, donc, qui est le modèle qu'on avait sélectionné pour le détailler un peu plus pour vous. Et on a aussi, donc du coup, le code est complètement open source, les données également, enfin, je vais en parler plus en détail. Mais ce qui est intéressant, bon déjà, dans les 4 modèles à l'état de l'art dont j'ai parlé, il n'y en a que 2 qui sont en fait officiellement publiés, enfin au moins autant que j'ai pu le vérifier ici. C'est le premier modèle de Microsoft et celui-là. Et les autres, c'est des archives qui sont encore qui doivent être en review quelque part. Bon, vu la qualité des résultats, ça donne des papiers qui devraient être acceptés. Mais donc, si on regarde purement en termes de conférences au journal, le Lion Clap, c'est le dernier qui a été publié. Donc, c'est proche de l'état de l'art. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il est intégré à Hugging Face. Donc, Hugging Face, je ne sais plus si quelqu'un m'en parlait tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était Bastien ou Yassir. L'un de vous. Non, c'est Julia qui en parlait, je me souviens. Donc, Hugging Face, c'est en fait là-bas, c'est une start-up dont l'objectif est vraiment de rendre accessible l'utilisation du machine learning ou du deep learning à des gens qui ne sont pas des chercheurs en deep learning ou machine learning. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui maintiennent la librairie derrière. Ça veut dire que les codes ne sont pas cassés. C'est-à-dire que des modèles qui sont intégrés il y a déjà quelques années, dans les évolutions de la librairie, comme elle est maintenue correctement, elle sera toujours utilisée. Pourquoi je dis ça? Je dis ça simplement parce que si vous prenez le code qui est sur GitHub de Lion Clap, vous pouvez l'installer, le faire tourner, mais en fait, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a potentiellement des trucs qui ont changé dans les versions, tout ça, tandis que l'intégration Hugging Face, elle est maintenue par Hugging Face, donc elle marche parfaitement. Donc, c'est assez pratique. Alors, je vais parler du dataset pour commencer, qui est détaillé dans la table à gauche, là. Donc, ce sont des datasets qui sont téléchargeables sur Internet, mais qui ont des licences. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des scripts pour les télécharger, et vous devez les télécharger vous-même. Vous avez le droit de le faire, mais eux, ils n'ont pas le droit de le distribuer en un gros package que vous avez juste à télécharger. Bon, c'est les subtilités des droits des datasets aujourd'hui sur Internet. Je pense qu'il y a pas mal de datasets où c'est comme ça. N'est-ce pas, Jérémy? Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui viennent par exemple, de la BBC,
de Freesound, qui est un site web où les gens déposent des sons et ils déposent des descriptions des sons. Il y a tout un tas d'autres choses. Voilà, ça fait. Bon, j'ai pas fait le total en nombre d'heures, mais c'est quand même assez gros si vous faites la somme. Parce qu'en fait, c'est toujours en audio quand on dit ouais, j'ai 630 000 sons. Oui, mais en fait, ça dépend vraiment des durées derrière. Parce que si vous avez si vous avez 630 000 sons d'une seconde ou 630 000 sons d'une minute, évidemment, on parle bien d'un ordre de grandeur de 60. Donc du coup, ce qu'il faut regarder, c'est toujours la durée en heures. Souvent, c'est un peu la référence qu'on se donne. Alors du coup, on a besoin de texte. Et là, c'est un poil décevant, entre guillemets, parce que les textes qu'ils ont, c'est simplement, en fait... alors, dans certains cas, c'est vraiment des captions, des trucs qui ont été écrits par des sujets. C'est le cas dans Freesound, par exemple. Les gens ont vraiment écrit des descriptions, plus ou moins bruitées. Par contre, il y a plein d'autres sons où, en fait, il y a simplement, dans le nom du fichier, il y a une description de ce qu'on est censé entendre. Et ils ont utilisé ça comme caption. Je vais en parler dans un slide suivant. Ils ont aussi utilisé AudioSet et ils ont généré des captions. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Il y a un papier d'après qui l'a notamment fait, qui a montré que c'était vraiment intéressant de faire ce type de choses. Alors, pour ce qui est de l'architecture globale de Clap, alors il y a un aspect qui est assez sympa dans Clap, c'est donc la partie gauche, vous voyez la manière dont la waveform est gérée. Ce qui est assez chouette avec Clap, c'est qu'il va gérer différemment. Enfin, ils ont imaginé des stratégies pour gérer les durées variables des sons. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout trivial en audio. C'est pas comme en image. Je pense que c'est assez différent. C'est pas l'analogue de la durée du son, c'est pas la résolution de l'image. Il faudrait plutôt, faut se dire qu'en fait, il peut y avoir, si le son est plus long, il peut se passer plus de choses dans le même son. Donc du coup, l'analogue de la résolution serait plutôt la fréquence d'échantillonnage du son. Donc du coup, le fait qu'il y ait un déroulement temporel fait qu'on va vraiment pas entendre du tout les mêmes choses en fonction de où on est. Donc la manière dont ils ont fait ça, c'est qu'il y a en fait plus ou moins deux pipelines pour les sons de moins de 10 secondes ou de plus de 10 secondes. Et les sons de plus de 10 secondes, ils les coupent en 10 secondes, mais ils font aussi une espèce de rééchantillonnage global, quelle que soit la taille. Ils remettent ça sur 10 secondes et ça leur fait une espèce de vision compressée temporellement. Et ils utilisent ça également pour l'apprentissage. Donc ça passe d'abord dans des convolutions 2D, et après il y a ces Other Encoder Layers là, qui sont mis en violet, pastel. Je vais détailler après, c'est un transformer. Et après, il y a juste un adapteur pour l'espace latent qui va être aligné avec le texte. Et pour ce qui est du texte, donc il y a une Keyword to Caption Augmentation qui est le bloc bleu là, en fait, où en gros, ils génèrent des captions à partir de labels quand ils n'ont pas de caption. Et ensuite, après, c'est un encodeur de texte transformer, dont je vais parler juste après. Donc le Keyword to Caption, c'est un aspect qui est assez important, qui a montré qu'il y avait un gap assez grand si on le faisait correctement. Pourquoi ils ont besoin de ça? Ils ont besoin de ça parce qu'ils sont partis d'AudioSet, et AudioSet, il n'y a pas de phrase. AudioSet, c'est juste des labels. Alors c'est un dataset qui est multi-label, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui sont activées en même temps. Par exemple, comme l'exemple que je donne toujours, c'est une voiture qui passe et un oiseau qui chante en même temps. Et il y a aussi des exemples où il n'y a qu'une voiture ou qu'un oiseau. Donc c'est du multilabel. Donc du coup, on peut récupérer ces labels, voir ça comme des keywords et demander à un modèle de langage de générer une phrase cohérente dans laquelle on entend ces sons-là. Et donc c'est ce qu'ils ont fait avec un modèle qui s'appelle T5. Donc là, vous avez des exemples. Je suis désolé pour la mauvaise qualité, on ne voit pas très bien l'exemple. Mais par exemple, là, le premier exemple, c'est washing machine door, drop lid close, thud, hollow metal impact. Donc ça, c'est les keywords. Et la phrase générée, c'est a woman closes her eyes and thuds the lid of a washing machine. Bon. Et après, ils les ont anonymisés. Enfin, ils ont enlevé le biais. Donc, ils ont remplacé tous les woman par person, pour essayer de réduire le biais dans le dataset. Bon, c'est des cuisines classiques. Et d'autres travaux ont essayé de faire mieux que ça en demandant à des modèles de langage beaucoup plus gros. Donc T5, c'est pas minuscule non plus, mais il y a un papier intéressant qui s'appelle WAVCAPS qui a fait ça avec ChatGPT et qui a montré que la qualité des captions générées influençait vraiment la qualité de la généralisation derrière. Donc c'est un point dont je voulais parler parce que je pense qu'il est important. Et puis il y a pas mal de... c'est quelque chose dont on parle souvent dans les papiers, c'est lié au prompt tuning dont parlait Yassir tout à l'heure aussi. L'encodeur audio, alors c'est un transformer. Mais c'est un transformer audio d'un type un tout petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle un swing transformer. Donc un swing transformer, juste pour comprendre un peu le principe, en fait, c'est un VIT, donc c'est un vision transformer. Sauf qu'en fait, on va découper des patchs de différentes tailles pour en fait les fusionner ensuite. Donc on va avoir en fait en gros, c'est un peu relié à, je sais plus, il y a eu une question ce matin.
je ne sais plus si c'était François ou quelqu'un d'autre qui posait une question similaire à ça, sur le fait qu'on va en fait regarder des patchs de différentes résolutions. Et ce qui est intéressant, c'est que les patchs, ils sont aussi donc, glissants. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les Sliding Window Transformers. Donc, la manière dont ils ont opérationnalisé les Swing Transformers dans l'audio-encodeur, donc cet audio-encodeur, c'est un papier précédent, c'est pas les mêmes auteurs, qui s'appelle HTS-AT. C'est vraiment pour gérer le côté hiérarchique. Donc, du coup, ils ont considéré un spectrogramme que vous voyez donc là, en différentes tranches. Et en fait, après, ils ont fait des patchs qui vont être lus dans cet ordre-là. Puis passer à une. Donc les fenêtres glissantes, elles sont là. Et après, la tokenisation, elle est faite au niveau des patchs qui est là. Et ça, tout ça, c'est fait à plusieurs résolutions. Donc du coup, ça va réduire petit à petit la résolution à l'intérieur du modèle. Donc ça, c'est un modèle qui a 31 millions de paramètres, donc qui est quand même relativement petit par rapport à ce que vous avez vu en image. Ça reste pas minuscule non plus, mais c'est plutôt, on va dire, modeste. Et l'encodeur de texte, c'est Roberta, donc c'est une évolution de BERT. Alors ça date un peu aujourd'hui, je pense que si les gens refaisaient ce travail aujourd'hui, ils prendraient probablement autre chose. Et le modèle qui est utilisé, c'est Roberta Base, donc c'est à 125 millions de paramètres. Donc il y a quand même un rapport important entre la taille du modèle de texte et la taille du modèle audio. Je ne sais plus quel est le rapport relatif dans le clip, mais c'est quelque chose du même genre. Hein. C'est quasiment la même chose. Ouais. Ouais. Là, c'est pas entraîné from scratch. Ils ont pris des. Donc juste là, c'est important de le préciser, c'est pris sur des points d'initialisation donc de HTSAT sur AudioSet, donc sur déjà un modèle qui avait un encodeur audio qui avait déjà vu 2 millions d'audio, et Roberta qui avait déjà vu je ne sais pas combien de téra de texte. Donc, à ma connaissance, je ne vois pas de modèle de type clap qui est entraîné from scratch. Il ne me semble pas qu'il y en ait dans la littérature. Ils ont toujours été entraînés à partir de points d'initialisation d'autres choses. Pour le texte, je ne vois pas l'intérêt de le faire de toute façon. Les performances que ça a, donc là, ça a été évalué sur, donc en retrieval et en classification zero shot, et aussi en classification supervisée avec un linear probing, donc comme expliquait Yassir tout à l'heure. Donc ça, c'est dans le papier Lionclap. Donc ils ont testé différentes combinaisons entre les types d'encodeurs utilisés et différentes propositions qu'ils ont dans le papier sur la génération de caption, tout ça. Donc ils ont évidemment des bonnes performances sur 2 datasets d'évaluation qui n'ont pas été vus du tout dans l'entraînement, qui sont des datasets de retrieval. Donc des datasets vraiment où vous donnez, il faut retrouver un son à partir du texte. Enfin, ils le font dans les deux sens en fait, texte to audio et audio to text retrieval. Donc voilà, ils sont assez bons là-dedans. Et en bas, il y a des performances expliquées en classification. Donc ESC50, la première colonne. ESC50, c'est un dataset assez populaire en audio. C'est un dataset de classification de scènes acoustiques avec 50 classes. Et il y a assez peu d'exemples par classe, il y a 30 exemples par classe. Donc c'est pas un dataset qu'on appelait few shot au moment où il est sorti, mais au final, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Et du coup, c'est très très bon sur SC50. Il battait l'état de l'art au moment où le papier est sorti. Je vais vous montrer après des visualisations sur SC50. Urban Sound 8K, c'est un dataset avec seulement 10 classes, mais avec 8000 exemples. Après VGG Sound, c'est un truc plus gros. FSD 50K, c'est assez gros. Donc ils sont quand même assez bons là-dessus. Ils ne sont pas à l'état de l'art sur FSD 50K. Ah non, si, pardon, j'avais mal lu. Oui, si, ils sont un petit peu en dessous, c'est ça, ils sont un peu en dessous de l'état de l'art à FSD 50K. Pour montrer ce que ça donne sur FSD 50, je pense que j'ai du mal à intégrer mes images. Je ne sais pas si ça vient de la projection ou si en ligne c'est pareil, mais du coup, c'est pas très lisible là. Pour vous montrer ce que ça donne sur SC50, donc ça, c'est une visu qui a été faite par un étudiant dans une UE qui s'appelle Jonathan Lys. J'ai récupéré juste, depuis son GitHub, une visu qu'il avait faite où on voit en fait donc les 50 classes de SC50 qui forment en fait ces petites grappes là. Ce que vous voyez en fait les points de couleur de couleur pastel, c'est une projection en 2D des embeddings audio. Et après vous avez également les embeddings de texte qui sont mis juste à côté pour voir en fait la similarité, la proximité entre les embeddings de texte générés par des phrases qui décrivent la classe et les embeddings d'audio. Et donc on voit que ça marche quand même assez bien sur tout un tas de classes. Donc vous avez les points qui représentent tous les exemples de chiens qui aboient avec l'embedding de texte de dog qui est juste à côté, et après dog barking, qui est une phrase qui dit sound of a dog barking, qui est encore plus proche des embeddings d'audio.
Donc ça, pour montrer un petit peu l'intérêt, on va dire visuellement, bon, c'est assez similaire à ce qu'on montrait tout à l'heure, c'est juste que là, c'est montré sur plein d'exemples, dans un cas un peu plus large scale. Et il y a aussi des relations, des distances entre les classes qu'on peut regarder, tout ça. Du coup, je vous ai mis quelques refs là-dessus avant de passer à la partie pratique. Donc, bon, il y a toutes les refs dans la présentation avec les liens, vous pouvez regarder. L'état de l'art, entre guillemets, sur les datasets downstream, c'est le papier MSClap 2023 actuellement. Et je trouve le papier WAFCAP, c'est vraiment intéressant sur les liens entre, sur la question de comment on peut générer des meilleures descriptions de texte pour faire un meilleur embedding, enfin un meilleur lien entre texte et audio. Et il y a aussi un papier sur le prompt, le prompt tuning à partir de l'audio. C'est le papier que Yassir m'a recommandé il y a quelques jours, que je crois que je ne l'ai pas mis là, mais je l'ai mis dans le notebook. Donc pour ce qui est de la partie pratique, donc il nous reste un peu plus d'un quart d'heure. Je vais vous montrer différentes choses. Alors, donc j'ai une démo qui est pas un truc clé en main. Bon, le code est en ligne, mais j'ai pas, comment dire. Enfin, si vous êtes intéressé pour essayer de la réutiliser, on peut en parler, mais je voulais juste principalement la montrer. Ça a été aussi fait par l'étudiant dont je parlais tout à l'heure, Jonathan. Et je vais vous montrer aussi des choses que j'ai fait à partir d'enregistrements que j'ai collectés à la Réunion, donc qui montrent bien en fait l'intérêt de ce genre de modèle. Et après, dans la partie vraiment tutoriel, donc il y a un GitHub en ligne où du coup on a utilisé le wrapper de Hugging Face. Et du coup, c'est une démo de classification zero shot. Et aussi, on joue un petit peu avec la sensibilité de la manière de formuler les phrases pour voir si on arrive à résoudre des problèmes. On a repris le son ambigu, je vous ai fait écouter tout à l'heure dans le notebook. Alors du coup, je vais avoir besoin de passer des sons encore, hein. J'espère que ça va être un petit peu moins sympathique pour les gens en ligne. J'en suis désolé. Alors, oui. Ah bah s'il faut que je mette mon... Ouais. Moi, j'approche du haut-parleur. Ok, bon, on va faire ça. Si ça fait pas trop de délai, quoi. Pas trop de feedback. Je vais le mettre là. Alors, on va commencer par la démo de Clap. Alors, du coup, c'est une interface sur Gradio qui a été faite dans le cadre de la démo. François, tu reconnais peut-être le qui avait été fait dans l'UE Deep Learning. Donc, c'est juste c'est une démo de retrieval, en fait. Donc, on peut prendre le dataset, par exemple ESC50, un modèle, le modèle général, et du coup, on peut directement faire des recherches. Alors, ESC50, il couvre pas tous les types de sons de la planète, évidemment, mais il couvre quand même, on va dire, des sons de l'environnement. Ça veut dire Environmental Sound Classification. Donc, et le modèle, là, il a été appris en anglais. Donc, je ne sais pas, un son de l'environnement, vous pensez à quoi? Sinon, je vais faire mon exemple habituel. Est-ce que j'ai une proposition, Mathieu? Comment? Une voiture qui passe? A car is driving. Non, c'est pas driving, c'est pas là, c'est un conducteur qui drive, c'est pas la voiture. A car is passing in the street. Voilà. Hop, je vais faire ça. Et je vais aussi générer une visualisation avec une PCA. Je fais submit. Et ça processe, et ça processe. Et ça fait un truc bizarre. Mais on va voir, peut-être que ça va marcher. Alors, si je passe les audios, ça donne quoi? Alors du coup, c'est rigolo parce qu'il y a effectivement des criquets. C'est un truc qui a été labellé criquet dans SC50, mais il y a effectivement une bagnole qui passe derrière. Donc le modèle, il a stocké ça. Le deuxième, donc ça montre les 5 plus proches voisins à partir de cet embedding de texte-là. Cricket et cricket, tu veux que j'essaye? Il apparaît 2 fois, ouais. On verra le 5e. Il y a peut-être une voiture qui passe, je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup de sons urbains qui ont été mis là-dedans. Donc, ok, bon voilà, on peut en faire un autre si vous voulez. Un avec 2 sons en même temps. Ok, je vais le faire. Crickets chirping with birds.
Ouais, un peu un problème parce que les trilles qu'on entend au milieu là, ça peut être confondu avec des oiseaux. Donc là, on voit un petit peu les limites quand même. Un peu fort pour moi. Je suis juste devant l'enceinte. Bon, voilà. Donc du coup, ah oui, je vous ai pas montré les visualisations. Ah, ça n'a pas l'air de marcher par contre. La visu. Ouais. Non, non, mais je sais pourquoi. Bon, non, ça marchera pas. Je pourrais pas vous montrer la visu pour ça, mais je peux vous la montrer pour un autre cas que je vais ouvrir juste après. Voilà. Est-ce que vous voulez faire d'autres retrieval ou non? C'est bon. On passe à l'autre partie de la démo. Donc ça marche quand même plutôt bien. Je vous parlais tout à l'heure d'enregistrement de la réunion. Je vais montrer ça rapidement, parce que je trouve ça assez éloquent, et ça montre aussi l'intérêt d'utiliser ça dans un cadre un peu plus collaboratif et interdisciplinaire. Donc, ça vient d'une campagne de mesure qui a été faite donc sur l'île de la Réunion au cirque de Sillaos, où on a déployé 15 enregistreurs pendant une nuit. Et en fait, du coup, on étudie les différentes phases de la nuit, les différents types de sons qu'il y a dans les différentes phases de la nuit. Et donc là, je vous montre une projection en 2D des embeddings de clap. Donc il n'y a pas du tout de supervision ou quoi que ce soit, hein. C'est complètement non supervisé. Donc c'est juste une projection en 2D avec un TSNI, un TSNE, donc c'est une technique de réduction de dimension, des embeddings de clap. Et en fait, ensuite, je les ai colorés de deux manières différentes pour mettre en valeur différentes choses. Et du coup, là, je ne sais pas si c'est très très lisible, c'est coloré en fonction de la période de la nuit. Donc début de nuit en bleu, milieu de nuit en rouge et fin de nuit en vert. Désolé pour Vincent, mais je ne sais pas si tu vois quand même. Donc, tu vois, donc du coup, on voit qu'il y a quand même des zones assez claires qui se distinguent sur sur la dimension temporelle, on va dire, des enregistrements. Et en fait, quand on passe par-dessus, là, on a un petit numéro qui apparaît là. Je ne sais pas si vous voyez, tout en haut, il y a marqué AM25. Ça, c'est le numéro de l'enregistreur. Et du coup, en fait, les enregistrements même sont quand même assez localisés aussi dans l'espace latent. C'est-à-dire que du coup, ils ont des fois plusieurs petits clusters, mais ils sont quand même assez proches. Donc là, tout ça, c'est un site d'enregistrement. Tout ça, c'est un autre site. Puis après, il y a toute une zone au milieu où il y a un peu plus un mélange. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut directement faire émerger des similarités entre des paysages à partir des distances qu'on peut voir dans l'espace latent. Donc là, en fait, je vous montre la dimension temporelle. Et si je vous montre la coloration en fonction des sites, ça donne ça. Donc là, ça doit vraiment être illisible pour toi, je pense, Vincent, désolé. Il y a beaucoup de couleurs, il y a trop de couleurs de toute façon, il n'y a pas 15 couleurs, enfin c'est difficile d'avoir 15 couleurs bien distinctes. Mais du coup, voilà, on voit qu'il y a certains sites qui sont très bien caractérisés, très bien segmentés, et d'autres qui sont un peu plus, on va dire, mélangés avec les autres. Donc voilà, c'est juste un petit exemple de ce qu'on peut en faire. Bon, après, on peut regarder plus en détail tout ça. Donc c'est juste voilà, montrer que c'est quelque chose c'est des données qui n'ont pas du tout été vues dans l'entraînement. Du coup, ça vient vraiment d'enregistrements complètement indépendants. C'est un exemple d'utilisation. Donc voilà, bon, on peut en parler pendant un petit moment. Donc ça, c'était les deux aspects plus démo. Donc maintenant, on va passer sur le tutoriel. Alors du coup, sur le repo, là, donc dans le repo principal, vous avez un lien vers le repo clap. Et sur le repo clap, du coup, on a le lien vers les transparents que je viens de vous montrer, et après un lien vers un Google Colab. Donc vous pouvez aussi cloner ce repo-là et lancer le notebook sur votre machine. Sachant que le modèle LionClap, il tourne sur CPU sans problème. Les générations des features celle que je viens de vous montrer sur la réunion là, je les ai faites sur le terrain avec une machine avec un CPU uniquement. Il n'y a pas besoin de... Enfin, ça a mis quelques heures, quoi, mais ça reste raisonnable. Donc vous pouvez télécharger le notebook qui est là et le faire tourner localement. Sinon, vous pouvez le faire tourner sur Colab, donc c'est ce que je vous montrer là. Donc il faut juste un compte Google. Et ensuite, ça tourne. Donc, c'est assez guidé. Il y a différents trucs qu'on a fait là. Donc, en fait, pour simplifier l'accès aux données qu'on a besoin et tout, on a fait simplement un guide clone du repo, ce qui fait qu'on a accès après aux fonctions Python qui sont sur le repo et on a accès aussi aux données qui sont sur le repo. Donc voilà. Bon, après, il y a les librairies qu'on utilise. Alors, Transformers, en fait, c'est la librairie de Hugging Face qui permet d'intégrer. Je peux, ouais, je vais essayer. C'est bon là? C'est pas mal? Ouais, ok. Merci. Transformers, c'est la librairie de Geekface, donc c'est celle sur laquelle tout est basé. Donc le clap model, il est soutenu par défaut en fait dans la librairie, donc c'est assez pratique.
Du coup, bon, ça c'est un point qui est quand même un peu important si vous utilisez des modèles préentraînés. C'est bien de pouvoir spécifier le répertoire où vous voulez que le modèle soit téléchargé, parce que typiquement, si vous faites ça sur les machines de l'école sans aucune précaution, ça va atterrir sur votre disque réseau et ça peut potentiellement le saturer assez vite. Ok, donc voilà, bon, on charge le modèle, donc rien de spécial. Donc ça se fait assez vite. Là, il télécharge le modèle. Bon, ça va être assez rapide parce que c'est directement sur Colab, donc il y a des accès assez rapides. Il est assez petit au final, c'est un modèle qui fait. Là, il y a marqué 615 mégas. Bon, c'est quand on met tout bout à bout. Ça tient quand même en peu de. En quelques centaines de mégas. Donc ça, c'est le code principal est vraiment simple. Donc là, j'ai mis l'exemple là, c'est un des exemples que je vous ai fait écouter d'enregistrement de la réunion avec les criquets. Et du coup, bah, c'est un modèle CLAP, c'est un modèle qui fonctionne à 48 000 Hz, 48 kHz. Donc il faut rééchantillonner à 48 kHz si jamais c'est pas à 48 kHz. Ensuite, bon, c'est un modèle mono, donc il faut remettre en mono. Et voilà, là j'ai pris, je vais faire mes tests, je vais vous montrer là juste sur les 10 premières secondes. Donc ce qui est bien dans les notebooks, c'est qu'on peut aussi mettre des boutons pour écouter les sons. Pour moi, c'est très fort. Je vais baisser un tout petit peu. Ok, donc là je vous ai juste fait écouter, on peut aussi visualiser. Voilà, c'est déjà fait là. Donc la forme d'onde et le spectrogramme. Donc dans le spectrogramme, quand on a l'habitude, on arrive à voir. Alors là, c'est les bins de fréquence, et il n'y a pas mis la fréquence exacte, mais ça doit être autour de 1 kHz. Donc ça, c'est les criquets qu'on entend là, le truc super continu qui est là. C'est une harmonique en dessous. Et l'espèce de nuage qui augmente un peu là, c'est la voiture qui passe. Du coup, on va générer les embeddings. Voilà, on a les embeddings. Ensuite, du coup, on va faire de la classification zero shot. Donc là, j'ai mis quelques textes qui vont être encodés. Donc j'ai mis juste les criquets, juste la voiture. J'ai mis un train et j'ai mis les criquets et la voiture. Des oiseaux, un chien et des trucs qui n'ont rien à voir, un piano et quelqu'un qui parle, pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, on génère les embeddings de texte. Donc voilà, bon, il y a aussi je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi un tokenizer, tout ça, qui sont en fait, c'est ça qui est bien avec Hugging Face, c'est que c'est déjà tout bien configuré. Voilà, vous avez le processeur qui en fait sait déjà comment extraire les features du texte et de l'audio. Donc vous n'avez pas besoin de vous embêter. Voilà, donc j'ai généré mes textes embeddings. Et donc du coup, là, on va faire la classification zero shot. Donc on calcule les distances cosine, pairwise, entre toutes les paires. Et on va juste regarder les distances, donc la similarité. Donc c'est 1 moins la distance. On va regarder quels sont les textes les plus similaires. Donc le plus similaire, c'était effectivement les criquets qui chantent avec une voiture qui passe dans le background. Donc, ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, le modèle soit il a vu plein d'exemples où il y a ces deux-là en même temps, soit il sait voir les superpositions, je ne sais pas, il faudrait tester plus pour voir. Mais effectivement, si on regarde les scores de similarité, c'est celui-là qui sort en premier. Puis après, il n'y a que les criquets, après le train, après la voiture. Puis après, il y a d'autres trucs. Du coup, il y a une petite fonction qui a été faite par Axel qui permet en fait de juste classifier n'importe quoi en n'importe quel son en mettant juste le nom des classes comme ça. C'est juste d'embarquer qui permet de. C'est juste encapsuler ce que je viens de vous montrer. Hein. Donc c'est cette fonction-là, Classify this audio file, qui est dans utils. Donc si on revient sur le repo, il y a. Oups, pardon. Si on revient sur le repo, voilà, dans ce truc-là, il y a voilà, il y a un utils.py où il y a les définitions des fonctions. Et donc là, ben, on a fait juste. Voilà, là, on a utilisé les labels de C50. Donc si on prend les labels de C50, il y a Crickets dedans, et donc c'est ça qui sort comme le plus similaire. On va essayer sur le son ambigu que je vous ai fait écouter au tout début de la présentation. Je vais vous le remettre, attention les oreilles. Et du coup, on a testé, par exemple, si on le classifiait avec les labels de C50, qu'est-ce qu'il donne? Oui, c'était déjà marqué, désolé. Ah, je crois qu'il y a un truc qui est cassé dans le repo. J'ai pas dû runner cette selle, en fait, c'est pour ça. Voilà, tout simplement. Je me suis fait avoir parce qu'il y avait déjà la sortie qui était calculée.
Et donc, selon ESC50, ça serait un crackling fire. Ce qui n'est pas délirant, ça faisait partie des propositions qu'on vous avait données à la base. Et, alors là, on n'a pas triché par contre. C'était effectivement un son, c'était une des possibilités qui est dite par les humains quand on leur demande ce qu'ils entendent. Et du coup, on peut voir si Clap arrive à effectivement trouver, si on lui dit ce que je vous ai dit dans les slides, plastic bag, people stamping, cracking fire. Je lui donne ça comme embedding de texte et je lui demande de classifier entre les 4. Et du coup, là, il trouve cracking fire. Et par contre, si on améliore un petit peu les phrases, si je lui dis, en fait, c'est le son de quelqu'un qui crumple, qui déchire un plastic bag. En gros, je ne mets pas juste plastic bag, mais the sound of a plastic bag being crumpled, ou people stomping in the street, the sound of rain droplets falling on the ground, donc quelque chose un peu plus, avec un peu plus de sémantique. Et ben là, ça fonctionne. Il trouve effectivement sound of a plastic bag being crumpled comme le plus similaire. Donc ça, c'est juste une toute petite... je suis désolé, c'est revenu tout en haut. Ah non, c'est bon. Donc ça, c'est juste une toute petite démonstration du fait que on peut, en faisant des meilleures descriptions de langage, on peut arriver des fois à trouver des meilleures correspondances avec ce qu'il y a dans le son. Et donc, c'est le principe du prompt tuning dont parlait Yassir tout à l'heure. Et du coup, il y a différentes... je vous ai mis différents liens là-dessus. Donc, en fait, dans le travail pour le projet du Deep Learning de Jonathan, il avait déjà testé ça en testant différentes représentations des classes de SC50. Il avait montré qu'on pouvait booster les perfs. Et donc, WAFCAP, ça fait ça avec ChatGPT. Et sinon, il y a ce papier Audio Free Prompt Tuning, en fait, qui carrément entraîne les modèles de texte, les encodeurs de texte, pour maximiser les correspondances et qui permettent très largement booster les perfs sur des datasets similaires. Le dataset de WAFCAP, c'est d'autres datasets aussi. Voilà. Et alors, la dernière partie, c'est juste pour montrer comment on fait si vous voulez faire ça en mode batch. Donc, c'est-à-dire si vous voulez faire une liste entière de sons avec un répertoire rempli d'audio. Donc, là, c'est juste, ça montre comment faire pour un batch, mais bon, si vous voulez le faire pour beaucoup plus, il faudrait l'encapsuler dans un dataset loader, tout ça. Donc là, on montre comment faire pour les 10 premiers exemples de ESC50. Donc, c'est à peu près la même chose, c'est juste on prépare une liste avec tous les paths, faire tous les fichiers, on les resample à la volée, on fait une grosse matrice où il y a tous les waves, et après, ça passe dans un processeur, dans le clap processeur, qui en fait peut traiter en batch. Et du coup, après, on fait notre inférence zero shot avec les embeddings de SC50. Et voilà, du coup, ça génère des classes inférées. Et après, à chaque fois, il y a on a mis les boutons pour écouter. Je vais épargner vos oreilles pour une dernière fois. Je vois qu'il est 17h02. Je vais peut-être prendre le temps pour les questions. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Merci beaucoup pour votre attention. Du coup, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Il y a une question en ligne. Est-ce que vous avez expérimenté vidéoclip? Non. On a commencé un peu à faire la vidéo là-dessus par rapport à des demandes qu'on a reçues de gens qui sont intéressés par des aspects autour de la vidéo. On n'a pas encore testé. Et il y a vidéoclip, mais il y a aussi language bind, image bind qui peuvent traiter la vidéo et qui ont des espaces latents qui sont alignés. Donc voilà, à tester. Une petite question juste de curiosité, c'est en fait comme on a tous les espaces latents de plusieurs modalités, est-ce que ça existe des DALI mais qui font pas que texte en image, mais par exemple image en son et image en son? Voilà, donc on a une image et on va générer le son qui va correspondre le mieux à l'image, ou bien l'inverse, on a un son et on veut voir l'image qui correspond le mieux. Alors, j'ai pas les papiers sous la main, mais je me souviens d'avoir lu des choses là-dessus. En fait, il y a un modèle un peu vieux qui s'appelle SoundNet, qui avait été précisément entraîné comme ça, qui avait été entraîné sur la correspondance audiovisuelle. En fait, il n'avait pas été entraîné sur la correspondance audiovisuelle, il avait été entraîné sur la distillation de ce qu'on voit dans l'image, juste les vecteurs de ce qu'on voit dans l'image à partir de modèles préentraînés sur ImageNet.
et un autre modèle qui reconnaît l'endroit, enfin peu importe, disons juste ImageNet. Et juste avec les probabilités d'ImageNet, on va faire la distillation pour un encodeur audio. Donc du coup, ça avait été, ça permettait de, il a montré qu'on pouvait apprendre des représentations audio à partir de ce qu'on sait qu'on voit et le son. Alors dans l'autre sens, j'ai plus les références sous la main, mais ça, je sais que je sais qu'il y avait des choses comme ça. D'ailleurs, il y avait des choses comme ça même avant les modèles de diffusion. Donc avant DALL-E, Stable Diffusion, tout ça, il y avait déjà des choses qui essayaient d'inférer ce qu'on entend à partir de l'image. Il y a un autre modèle qui était à l'état de l'art pendant longtemps qui s'appelle L-Cube, c'est-à-dire Look, Listen and Learn. Et lui, il avait été entraîné en self-supervised sur la correspondance audio-vidéo. Et je crois que j'avais vu des papiers qui, à partir de ce modèle-là, arrivaient à régénérer le son qu'on entendrait sur une vidéo. Il s'appelle comment, pardon? Look, Listen and Learn, c'est L-Cube, donc LLL. Mais c'est un vieux papier, hein. Maintenant, il y a plein de papiers beaucoup mieux qui font ça. Et je pense qu'il faut juste repartir des états de l'art dont j'ai parlé là. Lion Clap et aussi Audio LDM, par exemple, modèle de diffusion en audio. Je pense que si tu t'intéresses précisément à cette question-là, à mon avis, c'est des références qui permettent assez facilement de tomber dessus. Travaux de ce type-là. Merci. Bon, bah, si on n'a pas plus de questions, on va clôturer là. Merci Nicolas.